Alors, donc, j'ai repris, il y a maintenant plus de 10 ans, Karine Tina, qui faisait partie, qui est professeure au Colmex, au Colegio de Mexico, spécialiste du genre, et Dimitri Karadimas, qui malheureusement est décédé vraiment trop tôt, et on faisait partie du séminaire de Françoise Héritier. Et alors que Françoise était déjà partie à la retraite, mais elle était très présente dans nos vies, Karine et Dimitri ont décidé d'organiser un colloque à Mexico City qui s'appelait Sexo y Fe, donc le sexe et la foi. C'est-à-dire, effectivement, l'idée, c'était, on s'est réunis quelques fois chez nous. Michael n'y participait pas, mais il était présent pour servir et aussi parfois être discutant. Et donc, l'idée, c'était que finalement, dans le sexe, il y a du religieux et que dans la religion, il y a du sexe. Et qu'il fallait en faire quelque chose. Alors, Dimitri avait c'était quelqu'un d'assez extraordinaire, donc il a eu ses propres idées, il a repris des éléments de représentation du Christ dans, si je ne me trompe, dans le journal Lui, ou enfin, ce genre de journal. Enfin, c'était très intéressant. J'ai plus en tête, parce que Dimitri, il faut aller revoir, parce que c'était quelqu'un complètement extraordinaire dans ce qu'il voyait, dans des images ou des choses ou des faits. Il voyait des choses que personne d'autre ne voyait, mais une fois qu'il vous les avait mis sous le nez, c'était impossible de s'en défaire, alors qu'au départ, on disait oh, il exagère quand même, il va un peu trop loin. Donc voilà. Et puis en plus, il était un délicieux collègue, très agréable, et voilà, donc il nous manque beaucoup. Et donc, voilà, donc moi, j'avais commencé à travailler, aller à un séminaire de Sam Boursier, qui était à l'époque Marie-Hélène Boursier, donc très proche à l'époque de Paul Preciado, qui était à l'époque Béatrice Preciado. Donc d'aller dans ce séminaire trans qui s'appelait Fuck My Brain, à l'EHESS, où je me suis fait pas mal d'amis gays et trans. Et donc, qui m'ont vraiment initiée. Je me suis rendu compte, ça m'a beaucoup aidé en tant que psy d'ailleurs, de me déniaiser sur ces sujets-là. Et donc, je me suis mise à lire certains récits et à retrouver une espèce de... C'est un peu comme dans la pornographie, c'est quand même... Il y a maintenant il y a de la pornographie alternative qui est très intéressante, mais quand même, la pornographie classique est d'une tristesse à pleurer. Enfin, je veux dire, il y a un côté tragique de la sexualité qui est montré, qui n'est pas fausse. Enfin, je veux dire, c'est vraiment la jouissance, c'est utiliser l'autre pour se retrouver seul soi-même à jouir. Il y a quand même quelque chose. J'espère que les jeunes ne regarderont pas trop ça et ne prendront pas au pied de la lettre. Il peut y avoir beaucoup de plaisir, mais c'est quand même très particulier, le sexe, justement, sans reproduction, qui n'a que comme but la pure jouissance. C'est pas si simple que ça. Et c'est pour ça que les gens qui font, non pas que je sois pratiquante, mais j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui pratiquent justement l'USM en groupe, enfin, qui arrivent à faire ce dont parle Michel Foucault, enfin en tout cas ce dont on dit qu'il a dit, qu'effectivement c'était une espèce de yoga mental, c'est-à-dire y compris le fist fucking ou des choses comme ça, c'est-à-dire qu'il y a une socialisation de ce qui se passe et du coup c'est pas seulement... il y a des enjeux qui concernent quelque chose justement de précisément d'un accès à un niveau supérieur qui est quasiment religieux. Non pas que je suis
par rapport au tantrisme, donc il y a des gens qui ont profité de cela pour abuser. Mais ce que je veux dire, c'est vrai qu'il y a une dimension assez dure dans la mesure où on touche à l'intimité. J'y reviendrai parce que je pense que dans le religieux, précisément, il y a un aspect transgressif qui évoque les problématiques de l'intime. L'intime qu'on retrouve quand on se dénude, quand on met son corps, on fait des choses avec le corps de l'autre et en dévoilant son propre corps, en le donnant comme instrument à l'autre. Enfin, bref, il y a tout un tas de choses qui participent de la transgression. Et la transgression, pour moi, est quand même quelque chose qui peut, quand ça concerne l'intime, et notamment l'intime physique, a un lien avec le sacré. Donc, effectivement, en lisant ces textes, et notamment de Guillaume Dustan, qui a été une figure importante en France trans, qui était en même temps, ça se savait, il était juge administratif, hein, il avait passé des concours, et dans ses écrits, qui sont reparus récemment, il y avait ce côté tragique de la sexualité trans. Et il y a quelque chose d'intéressant, j'ai trouvé qu'il fallait travailler, c'est qu'il disait, il évoquait le fait que maintenant, dans les clubs de gym masculins, les hétéros avaient peur des gays. Et donc, je me suis penchée sur la chose en me disant, c'est un des rares textes que j'ai fait lire à ma mère, où elle me dit, bah dis donc, t'as pas tort, parce que bon, je trouvais que j'écrivais des choses un peu bizarres, mais alors là, elle a dit que c'était bizarre, mais c'était pas inintéressant. Que, effectivement, il me dit, bah maintenant, c'est à la mode pour les hétéros de se faire mettre, c'est-à-dire de se faire sodomiser, en particulier par des gays, ce qui est une pratique qui existait avant, mais qui était là, et qu'ils avaient peur des gays, ce qui était quand même l'inverse de la cage aux folles ou de justement l'humiliation. Et qu'entre-temps, était apparue l'épidémie de sida, avec toutes les morts, enfin, le côté justement tragique, de trajectoire tragique, avec ses saints. Hein. Saint Foucault est là tout à fait présent, comme d'autres, hein, jeunes hommes beaux, représentant une virilité, une beauté masculine, gays, particulièrement saillantes, et pas du tout dans le style des folles comme la cage aux folles. Donc, je me suis dit, effectivement, c'est quand même assez étonnant que, bien que ce soit une frange tout à fait, pas représentative de l'ensemble de la communauté gay, mais ce qui représente aux yeux du grand public maintenant l'identité gay masculine, c'est plutôt le SM hard. Et justement, le SM hard qui utilise des choses qui participent quand même d'une certaine forme de douleur physique et de risques vitaux, à savoir effectivement en particulier l'image du fist fucking, c'est quand même quelque chose de très fort. Ça existe aussi pour les femmes, disons que c'est surtout représenté pour les hommes. De se mettre des œufs en chrome, de faire toutes ces pratiques sexuelles qui évoquaient tout à l'heure, vous étiez choqués quand je parlais de la subincision, de la circoncision, c'est tellement la panacée, mais quand même, c'était déjà quelque chose. Mais la subincision, il y a d'autres pratiques sexuelles beaucoup plus dures dans d'autres cultures également. Donc, le sexe, avec ce que nous mettrions sous couvert de religion, puisque quand il s'agit des aborigènes australiens, pour Durkheim, toutes ces initiations participent de la religion, ce qui pose le problème de qu'est-ce qu'on appelle religion. Enfin, je pense que sous couvert de la religion, on parle de la culture, mais que quand il y a des cultures hégémoniques qui s'affrontent, on va parler de religion, comme ça on va pouvoir dire que sa propre identité ou sa propre religion, culture est sacrée par rapport à celle de l'autre. Et donc il y a des questions hégémoniques, mais pour moi, entre culture et religion, c'est pas des questions de degré, c'est des questions vraiment d'affrontement entre cultures, encore une fois,
hégémonique, de qui va avoir l'hégémonie, de ce qui se passe à l'heure actuelle, bien entendu, depuis le 7 octobre avec le Hamas et Israël, et du positionnement des uns et des autres, et très largement contre les Juifs, pas les Israéliens. Les Israéliens, on a tout à fait raison, mais malheureusement, ça se cristallise sur les Juifs, révèle quelque chose de cet ordre. Et qui, sous couvert de religion, en fait, c'est vraiment des pratiques culturelles. C'est-à-dire que, comme on le sait, le terme religion n'est pas un terme universel. C'est pas, et dans beaucoup de sociétés dans lesquelles ont travaillé les ethnologues, jusqu'à l'arrivée des missionnaires, il n'y avait pas de terme particulier pour religion. Donc les ethnologues rangeaient sous couvert de religion les rites de naissance, les rites de puberté, les rites de fertilité, les rites de guérison et bien entendu les rites funéraires. Et donc, qui participent de la culture, et c'est une chose sur laquelle je ne m'appesantirai pas, mais je trouve que la leçon finale de John Shedd, qui est parue dans la petite collection des leçons inaugurales et finales de la petite collection donc, du Collège de France, est très intéressante, puisque lui dit, en fait, c'est le rite qui fonde ce qu'on appelle la religion romaine, mais il est très proche des ethnologues, c'est-à-dire c'est vraiment le rite, et les divinités, elles peuvent se multiplier, diminuer, etc. Mais, donc, effectivement, cette problématique que je reprends par rapport à sexe et reproduction, dans le fait de... Je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le fait de définir que l'ensemble des hommes ou une partie des hommes qui représentent la collectivité masculine, comme dans les religions monothéistes, je veux dire le pape, les prêtres, etc., par rapport à des initiés, dans l'ensemble des initiés dans d'autres cultures, ça va avec le fait que, bien qu'ils soient à l'écart de la maternité, pour la raison que j'ai dit, puisque seules les femmes ont la grossesse, vont édicter les normes érotiques hétérosexuelles des hommes et des femmes, du commun, en dehors des lieux, disons, sacralisés ou séparés du séculier. Et qu'il est bien question, dans la plupart des cas, de gérer la fertilité. Donc j'ai proposé une communication qui s'appelle Prêtres d'hier et guets d'aujourd'hui, à l'origine des normes érotiques hétérosexuelles de notre temps, point d'interrogation. Et je citais Dustan qui a des paroles très, très, très grossières concernant, enfin, bon, se faire mettre, etc. Bon. Donc ça a été traduit en espagnol, parce que j'étais traduit au Mexique en espagnol. C'est très très bien passé, alors qu'on m'avait dit au Mexique, tu vas voir, etc. Ça a été publié en espagnol. Je n'ai jamais pu publier cet article. Serge Gruzinski, que je connais, a beaucoup aimé cet article. Il se marrait parce qu'il me disait, oui, c'est pas évident pour les gens. Donc même pour des gens, et pourtant je l'ai fait lire à des amis du Stan qu'il avait connus, qui m'ont dit que j'étais tout à fait dans la lettre de ce qu'il avait voulu dire. Et donc ce que j'y proposais, c'était effectivement que pour nous, ces pratiques hard SM, elles doivent être comparées à des pratiques hard, pas homosexuelles, contrairement à ce que on dit certains, parce qu'on a fait dire des choses aux données aborigènes qui ne sont pas présentes. Herth a dit des choses qui sont fausses. En ce qui concerne certaines données des Arandats, c'est faux. Je suis désolée, il y a des choses intéressantes, mais sur ça, c'est faux. Ce n'était pas des pratiques. Peut-être il y avait sûrement des pratiques homo, je ne vois pas pourquoi il n'y en aurait pas eu. Mais disons que ce n'était pas le propos de ça. Par contre, d'avoir l'idée que la virilité, qui n'est pas le propre des hommes, et qui est le fait de se mettre en danger, pose la virilité. On a beaucoup, vous avez en Amérique du Nord, enfin, plus aux États-Unis, mais je pense aussi peut-être au Canada, des rites, pas seulement initiatiques, mais où les hommes se font des choses qui sont liées à la douleur physique,
mais aussi la guerre, enfin, je veux dire, de mettre son corps en avant, participe de la virilité, auquel les femmes peuvent avoir droit, y compris dans des sociétés qui ont une hiérarchie homme-femme très marquée, comme par exemple en Albanie, quand les hommes sont partis, ils ne sont pas présents, et que les vierges jurées peuvent se mettre en position de guerrières et sont reconnues comme viriles, c'est des femmes viriles. Donc voilà, donc le fait de mettre son corps à risque est important, mais aussi de justement créer une communauté homogenrée, pas forcément homosexuelle. C'est un terme que j'avais utilisé, on m'a dit que c'était pas bien, je suis d'accord. C'est plutôt homogenrée masculine. Évidemment, il y a une chose, me semble-t-il, qu'on n'a pas suffisamment soulignée, c'est que ça n'a pas été si évident de ça, de créer une caste de prêtres chez les chrétiens. C'était là, mais on sait qu'ils continuaient à avoir des femmes, des enfants, et que s'il n'y avait pas eu la réforme grégorienne pour dire attention, hein, maintenant on arrête tout chez les cathos, puisque c'est eux qui avaient choisi ça, mais quand même il y avait ces pratiques du cilice, ces pratiques de contention, ces pratiques douloureuses. Donc je retrouvais des traits, je ne dis pas que c'est la même chose, hein, mais je dis que c'était intéressant pour pouvoir penser les choses, quitte à les distinguer, je trouvais quand même des hommes qui font communauté entre eux, qui font des choses que ne doivent pas voir les femmes, mais qui précisément ont une incidence sur ce que les femmes doivent faire, notamment en matière de fertilité, voire de sexualité, parce qu'elle doit être, pour les catholiques, liée à la reproduction et pas au seul plaisir, dans les premiers temps en tout cas. Donc, voilà, donc c'était une proposition que j'avais, et je disais qu'effectivement, le fait que le sida ait été un marqueur et eu la puissance de pouvoir inverser l'image des gays, et que justement, précisément, les gays qui faisaient du barebacking, d'avoir des relations sexuelles tout en sachant qu'ils risquaient d'attraper le sida et donc d'en mourir, et que c'était assumé, participer d'une forme de virilité qui est devenue une référence, et que ce que disait Dustan, c'était pas totalement faux. Parce que c'est vrai qu'il y a une attitude différente des hétéros, et on sait bien que même parmi les groupes d'extrême droite qui peuvent violer des hommes, ils violent des hommes, ils se disent hétéros, mais ils violent des hommes. Donc c'est quand même... de violer un homme gay, c'était une façon aussi de maintenir une virilité supérieure. Enfin, il y a quelque chose là qui était intéressant. Donc voilà, je résume.